Avec vous maintenant. C'est pas dans nos habitudes, et particulièrement dans mes habitudes, non seulement de faire des directs, mais peut-être d'intervenir à ces heures où je sais que beaucoup d'entre vous euh, sont occupés d'un point de vue professionnel, mais l'heure est à la colère. À la colère, mais pas à la résignation, mais également au devoir de résistance. Le devoir de résistance, c'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui. Je sais que vous avez vu et vous voyez très bien les images en circulation, notamment l'image qui donne froid au dos, l'image qui traduit toute la barbarie de ce régime, toute la sauvagerie, tout le processus d'animalisation de la société dans laquelle nous trouvons. Cette image où le vice-président, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, est visiblement dans un pick-up de la gendarmerie, torse nu, sale, ayant certainement subi des coups de matraque avec un policier qui pose ses pieds sur une partie de son corps. Et sans compter, quand vous regardez très bien la scène, il y a d'autres personnes qui sont assises, qui sont couchées avec des gendarmes sur eux. C'est-à-dire que les images sont très violentes. C'est une violence à la fois étatique, mais une violence symbolique. C'est une violence qui vise à construire la terreur, qui vise à détruire notre engagement, notre mobilisation, notre détermination. Mais c'est également une violence qui traduit en fait la psychologie de l'ordre gouvernant en place. C'est-à-dire que dans la manière avec laquelle la scène est matérialisée, on y voit très bien un comportement digne de la colonisation. C'est ce qu'il faut regarder. J'ai vu des compatriotes qui ont ressorti cette image de Patrice Lumumba, arrêté par les Belges principalement, et qui dans cette voiture est traîné comme un imbécile, comme un idiot. C'est un peu cette image qui est celle de Mamadou Mota. Donc, c'est vraiment une société de la barbarie et qui est une image douloureuse qui renvoie au fait que nous ne sommes pas dirigés par des êtres humains, nous ne sommes pas dirigés par des gens qui ont à cœur de prendre en considération les préoccupations des citoyens, mais nous sommes dirigés par des gens qui sont principalement animés par la logique de consolidation du pouvoir, d'exploitation des couches sociales et qui sont prêts à tout pour y parvenir. Cette image de Mamadou Mota ne doit pas nous amener à renoncer à notre lutte. Au contraire, nous devons encore redynamiser la lutte. Nous devons prendre en compte le fait que nous n'avons pas en face de nous des êtres normaux. Nous n'avons pas en face de nous des démocrates. Nous n'avons pas en face de nous des hommes civilisés. Nous avons en face de nous des barbares. Nous avons en face de nous des sauvages. Et lorsqu'on est dans ce type de dynamique, il faut avoir la force. Il faut trouver en soi l'énergie, le courage nécessaire pour affronter cette tyrannie. C'est dans cette logique que nous sommes. Nous devons être prêts à résister. Ce que vous devez savoir, et je l'explique partiellement dans mon livre que voici, certainement beaucoup d'entre vous ont eu le temps de le lire, certains déjà, d'autres ça arrive. Je montre très bien là comment ils ont transporté le président Maurice Kamto de Douala à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il était enchaîné avec des hommes super armés. Ils étaient 3 sur une chaise de 2 places. On l'a empêché de faire pipi. On lui a donné des coups de grosse et tout le reste. Donc il y avait cette volonté d'humiliation, un peu comme ce que subit Mamadou Mota aujourd'hui. Et vous vous souvenez très bien que cette arrestation a plutôt renforcé notre détermination à se battre contre le régime de M. Biya. Donc nous devons y aller. Nous devons poursuivre cette résistance. Je vous dis, j'ai le cœur meurtri parce que Mamadou Mota n'est pas seulement quelqu'un de ma génération, mais c'est également un ami. Donc, la logique dans laquelle je suis, c'est la défense également d'un ami à moi qui se retrouve malheureusement entre les mains d'une bande de sauvages qui ne prennent pas en considération la question des droits de l'homme. Mais maintenant, pour revenir, ceci étant dit, pour revenir au contexte, il faut dire qu'il y a
véritablement dans ce pays une volonté de nous amener à faire ce que pour l'instant nous n'avons pas prévu, c'est-à-dire prendre les armes. Il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui m'écoutent actuellement, sachent que ce n'est pas parce que nous avons peur d'eux que pour l'instant nous appelons la modération, à la retenue, nous voulons passer par des voies démocratiques. Ce n'est pas parce que nous avons peur de vous. Non, nous n'avons pas peur de vous. C'est que nous estimons que le peuple camerounais, qui est un peuple très pacifique, a les moyens d'obtenir par des voies légitimes, notamment la démocratie, le changement au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous n'optons pas encore pour cette dynamique. Ce qui ne veut pas dire que nous ne savons pas que face à une dictature, la plus vieille satrapie d'Afrique, face à un régime aussi sauvage que M. Biya, il n'y a que la dimension militaire qui puisse l'amener à reculer. Nous le savons très bien. Il faut dire que ne sous-estimez pas notre intelligence. Ne pensez pas que nous avons peur de vous. Nous n'avons pas peur de vous. Mais nous voulons limiter au maximum les dégâts. Parce que cette violence que vous prêchez, cette violence que vous créez, cette tentative de déshumanisation, même pas la tentative, cette déshumanisation, cet ensauvagement de la société dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ne profitera à personne. Vous pouvez en être sûr. Maintenant, nous sommes dans une situation où on essaye d'évaluer les dégâts. Quels peuvent être les dégâts si nous décidons d'aller dans les mêmes dynamiques que vous? C'est de cela qu'il est question. On ne peut pas continuer à vivre, à discuter, à négocier avec des gens qui sont inaptes à toute forme de dialogue, à toute humanité. À un moment donné, nous serons contraints d'utiliser les armes que vous utilisez. On appelle cela également l'équilibre de la terreur. Nous pouvons y être. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que des citoyens qui ont exprimé démocratiquement, librement, leurs opinions soient arrêtés et torturés par des forces de sécurité. C'est inacceptable et c'est intolérable. Pour tout bon démocrate, on n'a pas besoin d'être du MRC, on n'a pas besoin d'être de l'opposition politique, on a besoin d'être un citoyen dans une république, on a besoin d'être un démocrate, on a besoin de savoir que le respect de la liberté d'expression, le respect de la liberté d'association sont des valeurs qui sont chères à la démocratie, qui sont des valeurs qui sont chères à la République. Ce n'est pas une question d'appartenance politique. Parce que cette déshumanisation à laquelle les militants de l'opposition politique et principalement du MRC font face aujourd'hui peut être retournée, y compris contre ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils ne doivent pas s'associer à cette dynamique. C'est une question de principe. Dans aucune société où les droits de l'homme sont respectés, dans aucune société qui se voudrait démocratique, on ne peut traiter des êtres humains comme des sauvages. C'est inacceptable et ce n'est pas normal. Les images que nous avons aujourd'hui sont à l'image de celles vécues par les anglophones. Et il y a une image qui est assez illustrative. C'est ces étudiantes anglophones qui ont été transportées, sales, rouées dans la boue, dans un camion et que nous avons projetées. Je me souviens très bien, c'est moi qui mets cette photo dehors à l'époque. C'était cette même image que nous avons aujourd'hui. Voilà des éléments qui ont contribué à radicaliser les anglophones. Parce que le processus de diabolisation du mouvement anglophone auquel nous avons assisté au courant de l'année 2017 était une tentative par le pouvoir de M. Biya de ne pas apporter des solutions concrètes à des revendications qui étaient légitimes. Les amis, s'il vous plaît, envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas la vidéo. Parce qu'ils sont en train de travailler, je le ressens déjà, s'il vous plaît. Et c'était donc un moyen pour eux de ne pas répondre aux préoccupations de cette population. Or, les revendications des anglophones étaient légitimes, tout comme celles de l'opposition politique aujourd'hui sont légitimes. Il faut savoir que les anglophones également ont commencé par des revendications citoyennes. Les avocats, les enseignants, les étudiants n'ont pas pris les armes en 2016. Ils ont été contraints à prendre les armes, les anglophones. Ils ont été contraints parce qu'on a en face de nous un pouvoir autiste. On a en face de nous un pouvoir qui ne sait pas dialoguer. On a en face de nous un pouvoir qui a pour priorité de se maintenir au pouvoir, de consommer l'argent du contribuable camerounais sans toutefois apporter des réponses aux populations.
C'est pour ça que nous avons la crise anglophone aujourd'hui. Ça veut dire que, d'un point de vue politique et d'un point de vue analytique, il est difficile de condamner les anglophones, parce que les anglophones sont les victimes de ce pouvoir, tout comme les militants du RC, qui sont déshumanisés, qui sont traités comme des animaux aujourd'hui, sont victimes de ce pouvoir. Il y a là ce qu'on appelle une convergence de lutte, qui peut se créer et qui doit désormais se créer, parce qu'ils sont en train d'appliquer au MRC aujourd'hui les mêmes techniques qu'ils ont appliquées aux anglophones. Et ce que je dis est très simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'appartenir au MRC. Moi, je n'appartiens pas au MRC, même si je défends Maurice Kamto, parce que je défends des questions de principe, des questions de liberté, des questions de démocratie, des questions liées à la République. On ne peut pas se contenter de maintenir à la tête de l'État du Cameroun un pouvoir aussi violent, aussi barbare, aussi sauvage, dont le bien-être des Camerounais n'est pas une priorité. Et au lieu de cela, ils développent même encore une culture de l'arrogance. Les anglophones vont dire non à cette dynamique. Ils s'y sont opposés. Et quand vous analysez les vidéos de la prison centrale de Kondenguyère, effectivement, on voit très bien qu'il s'est créé, d'un point de vue symbolique, une alliance entre les détenus anglophones et les détenus du MRC. C'est ce qui est apparu hier clairement. Et c'est vrai que quand vous analysez également les mobilisations dans la diaspora depuis 6 mois, vous vous rendez compte également que cette mobilisation, cette convergence de lutte était apparue. Donc sur le terrain politique, on voit très bien que les francophones sont progressivement en train de rejoindre les anglophones. Ça, c'est déjà au niveau des idées. Mais on ne va pas s'arrêter aux idées si vous avez en face de vous des gens qui utilisent le pouvoir de l'État, qui instrumentalisent l'appareil sécuritaire pour se maintenir au pouvoir. On ne peut pas continuer dans cette logique. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse clairement étudier toutes les options sur la table. Parce que personne ne peut accepter que son frère, que sa sœur, que son cousin, que sa mère, que sa tante, que son père ne soit détenu, ne soit torturé, ne soit violenté par un pouvoir simplement parce qu'il a exprimé ses idées politiques. C'est une question individuelle. C'est une question que chacun doit s'interroger. Posez-vous cette question, ceux qui ont encore la capacité de trouver des circonstances atténuantes à ce pouvoir imbécile. Posez-vous cette question. Et si Mota était mon frère? Et si Mota était mon cousin? Comment aurais-je pu réagir? Ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ne souhaitez pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'il vous arrive. C'est de cela qu'il est question. Il y a à la fois une question politique, un enjeu politique, notamment lié aux revendications, mais il y a également un enjeu moral et un enjeu éthique dans cette bataille. Pourquoi devons-nous tolérer que les militants du MRC, de la société civile, soient torturés comme ils le sont, soient déshumanisés, sont traités comme des sauvages, simplement parce qu'ils expriment leurs opinions? Et pourquoi vous pensez que demain également, les gens ne vont pas vous traiter de cette façon? Qui veut aller loin ménage sa monture. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays qui torture ses enfants. À un moment donné, nous allons devoir dire non. Ces gens se sont levés hier. D'après mes informations, le mouvement était préparé depuis des jours. Et ils devaient le faire aujourd'hui, donc ce mardi. Mais mardi était un jour de visite. Et donc, ils ont préféré anticiper à lundi. Ils ont lancé leur contestation au sein de la prison. Ils ont demandé à rencontrer le ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement, pour qu'ils viennent leur expliquer quelle est leur situation. Ils ont refusé de rencontrer le régisseur. Il faut savoir que dans cette prison de Kondengi, les manifestations d'hier sont d'abord des manifestations liées aux conditions d'existence. Vous avez dans la prison de Kondengi des pères de famille, des jeunes qui ont été arrêtés il y a 3 ans et qui n'ont pas de jugement. Pendant ce temps,
Ces magistrats, ces procureurs, ils vont chez eux, ils dorment chez eux, ils ont leurs femmes, ils entretiennent leurs enfants. Est-ce que vous avez pensé aux familles de ces détenus? Est-ce que vous avez pensé à ces détenus eux-mêmes? 3 ans sans jugement est inacceptable dans une république. On n'a pas besoin d'être anglophone pour condamner cela. On n'a pas besoin d'être francophone pour condamner cela. On n'a pas besoin d'appartenir au MRC pour condamner cela. Ce sont des questions de principe. Tout détenu doit savoir pourquoi il est détenu. Quels sont ses chefs d'accusation et quelle sentence à laquelle il s'expose. C'est des questions de principe qui doivent réguler notre conduite sociale. Ce n'est pas une question d'appartenance politique. On ne peut pas maintenir en détention près de 300 personnes sans leur signifier clairement ce pourquoi ils sont accusés pendant 3 ans. Ces gens ont une vie. La logique de la prison, d'un point de vue philosophique, c'était simplement pour redresser des corps qu'on estimait porter des menaces sur la société. La prison ne marque pas la fin d'une vie. L'enfermement, en fait, vise à discipliner les individus. L'enfermement ne vise pas à tuer socialement des individus. C'est pour ça qu'on a créé les prisons. Or, vous maintenez des gens 3 ans, 4 ans, que vous avez pris parfois à Boya, à Bamenda, à Kumba, à Limbe. Vous les amenez à Yaoundé, ils font 3 ans, 4 ans sans être jugés. Si ce n'est pas de la méchanceté, à quoi cela peut s'apparenter? Si ce n'est pas du mauvais cœur, si ce n'est pas du manque de respect pour la vie humaine. Parce qu'il y a un enjeu fondamental dans cette affaire. Tout gouvernement a le devoir de protéger la vie de ses concitoyens. Parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont forts. Ils sont là parce qu'on estime qu'ils ont été choisis pour conduire la cité. C'est de cela qu'il s'agit. Mais que fait-on, justement, lorsqu'on a un gouvernement qui décide unilatéralement de tuer ceux dont il doit être capable de protéger? Il veut tuer socialement ces individus. C'est ce qui est inacceptable. Je suis encore là simplement au niveau de la dimension juridique, où on voit là très bien qu'il n'y a pas seulement un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, il y a une méchanceté. 3-4 ans sans jugement, parce que vous ne savez pas. Par la suite, ils peuvent être encore condamnés. Que fait-on de leur vie? Ce sont des pères de famille, ce sont des mères, ce sont des jeunes. Ils ont besoin également de rêver. Surtout que dans cette prison, ces gens ne sont pas entrés en prison parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils le souhaitaient. Ils ont été arrêtés parce qu'ils revendiquaient civilement, démocratiquement leurs droits. Et là encore, il y a un problème. On a arrêté beaucoup de ces gens parce que c'était des manifestants pacifiques. Laissons le cas des anglophones. Prenons le cas des personnes arrêtées le 1er, dans le cadre des marches blanches MRC du 1er et du 8 juin. Vous arrêtez des gens qui manifestent pacifiquement, vous les torturez dans les commissariats et à la gendarmerie, ils ne passent pas devant un magistrat, vous les envoyez à Kondengi. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Donc dans ce pays appelé Cameroun, sous ce tyran qu'on appelle M. Biya, on peut prendre des citoyens qui expriment leurs droits constitutionnels. On les sort des commissariats pour les envoyer directement dans une prison. Ça n'obéit à aucun dispositif juridique. Ça veut dire que l'État foule aux pieds les lois de la République, foule aux pieds les textes qu'il a édictés. Je le dis encore, c'est des questions de principe. C'est des questions de principe, c'est des questions républicaines. On n'a pas besoin d'appartenir à une organisation politique pour défendre les principes dans un pays. On a besoin simplement d'affirmer les valeurs de la République. C'est de cela qu'il est question. On ne peut pas arrêter près de 50 personnes, les prendre d'un commissariat et les mettre en prison. Leur mandat de détention, qui n'existait même pas d'abord, expire. La détention provisoire expire. Ils sont toujours maintenus en prison. Qu'est-ce qui peut bien justifier cet état de fait? C'est simplement des règlements de compte politiques. Et cela est inacceptable. Cela est intolérable. Et ils sortent. Ils manifestent. Je reviens d'abord même sur les conditions maintenant de vie. La prison de Kondengi a été construite pour 4500 personnes. Mais elle abrite aujourd'hui près de 8000 détenus. C'est-à-dire que la population carcérale
a été multiplié par 2. Comment fait-on pour gérer 8000 prisonniers dans une prison qui doit avoir 4500 personnes? Il y a donc un surpeuplement de la prison de Kondengi. Là encore, M. Biya n'a rien fait. On ne peut pas voir qu'est-ce qu'il a construit, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a finalement construit? Même les prisons, il n'a même pas pu construire dans ce pays. Aujourd'hui, la prison de Kondengi est devenue le lieu où M. Biya compte terroriser ses adversaires politiques. La preuve en est que les détenus de l'opération Épervier sont à Kondengi, les leaders anglophones sont à Kondengi, les leaders du MRC sont à Kondengi. La prison de Kondengi est une prison politique aujourd'hui. Elle n'a plus rien à voir avec ce que était l'objectif de sa création. Ils sont sortis hier. Ils ont exprimé leur courroux. Ils n'ont ni envoyé le ministre délégué, M. Momo, qui passe tout son temps sur Facebook à jouer au fou, rencontrer les détenus. Ils n'ont ni envoyé le commissaire du gouvernement, ni le procureur de la République. Ils ont attendu la nuit pour lancer une opération militaire. S'il n'y avait pas dans leur comportement une volonté de réprimer, ils auraient négocié en journée. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Ces gens ont tout fait pour intervenir dans la nuit afin d'empêcher à l'opinion publique nationale et internationale de connaître les dégâts et les crimes qu'ils ont perpétrés. C'est pour ça qu'ils sont intervenus dans la nuit. Mais ils n'ont pas voulu discuter avec des gens qui sont dans le droit de leur dire « il y en a marre, on ne peut pas accepter cela, on ne peut pas tolérer cela ». Parce que j'estime que les manifestations d'hier à la prison de Kondengi sont légitimes. Les gens ne peuvent pas accepter mourir sous nos yeux et nous restons indifférents. Ils ont eux-mêmes le droit de se battre pour eux. Plus grave, ils ont brouillé les communications aux alentours de toute la prison. Un peu comme ils l'ont fait pendant la présidentielle. C'est-à-dire qu'après 22h30, 23h, et je le raconte très bien dans ce livre, dans mon livre, je montre ça très bien, entre 22h, pendant 48 heures, ils ont coupé toutes les communications dans l'extrême nord pour empêcher que les résultats du MRC puissent parvenir sur Yaoundé afin de légitimer leur faute. Et le matin, vous avez vu circuler des faux PV qui étaient montés par la Direction Générale de la Recherche Extérieure. C'est la même chose qu'ils ont fait à Kondengi hier. Ils ont brouillé tous les alentours de la prison pour empêcher qu'on ait des éléments sur les violences qui étaient perpétrées contre les prisonniers. C'est de cela qu'il est question. On ne peut pas continuer à avoir un tel régime. Il va falloir qu'à un moment donné, nous tapions du poing sur la table et nous disions que nous allons nous battre. Nous allons nous battre peut-être avec leurs armes. Nous n'avons pas peur d'eux. Il faut qu'ils soient clairs dessus. Nous n'avons pas peur d'eux. Ce n'est pas parce que des gens comme moi nous disons, nous respectons la philosophie de Maurice Kamto. Nous respectons la démarche de Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit qu'il n'acceptera jamais que pour parvenir à la présidence de la République, le sang d'un seul Camerounais coule. C'est pour ça que Maurice Kamto a accepté d'aller en prison. C'est pour ça que Maurice Kamto a toujours pris soin de dire à ses militants de ne pas organiser de manifestations sans déclaration. C'est pour ça que Maurice Kamto, jusqu'ici, n'opte pas pour la dimension violente. Et il faut lire mon livre pour comprendre très bien la démarche de ce monsieur en dépit de toute l'adversité à laquelle il a pu faire face. Nous nous en tenons encore à ces principes. Mais cela ne veut pas dire qu'on va éternellement rester passif à cette barbarie de ce régime, à cette violence, à ce sectarisme, parce que c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, la CIATV annonce tout à l'heure que les manifestations de la prison de Kondengi étaient une réponse à la marche Bafoussam. Mais c'est de l'hérésie. C'est pour vous montrer la dimension de manipulation de ce régime. Les événements de Bafoussam, je l'avais dit, je l'avais martelé, c'était un épiphénomène. Les événements de Bafoussam auraient pu passer sans grand intérêt. Parce qu'en réalité, comme Kamto l'a dit, je sais que vous m'aimez dans vos cœurs. On n'a pas
besoin de le clamer. Et d'ailleurs, en termes d'affluence, c'était ridicule. C'était ridicule. Donc, venir accuser les anglophones et les membres du MRC à Kondengui d'avoir voulu contrecarrer l'événement de Bafoussam, c'est simplement encore une volonté de manipuler l'opinion publique camerounaise. C'est ça en fait. C'est pouvoir légitimer la barbarie de ce régime. Nous ne devons pas le tolérer. Nous devons désormais être prêts. Nous devons commencer à penser les voies et moyens pour affronter la tyrannie de Yaoundé. Nous devons commencer à penser et à entrevoir clairement, s'il n'est pas nécessaire, de construire clairement l'alliance franco. Et ça, je le dis pour la première fois, je le dis clairement. Je le dis clairement parce qu'on ne peut pas continuer à jouer les enfants à papa avec des sauvages, des barbares qui se comportent comme les colons. La colonisation est finie. Les images de Mota reflètent le traitement que les Blancs infligeaient à nos grands-pères qui travaillaient dans les plantations, qui construisaient les trains, qui construisaient les routes. C'est ce que ces images symbolisent. Ces Camerounais qui tolèrent cela, ils font preuve à la fois d'une inculture, mais d'une imbécilité. Ce n'est pas de notre faute, en fait, s'ils ne sont pas éduqués. Le régime de Biya a, de mon point de vue, la symbolique d'une usine de fabrication de cancre, qui ne se rendent même pas compte des problèmes qui sont en train de créer à ce pays. On ne peut pas le faire, on ne peut pas soutenir l'injustice au nom du fait que les gens n'appartiennent pas à notre bord politique. On se bat dans une république. On se bat dans une république, dans un pays, sur la base des principes, sur la base des valeurs. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai écrit mon livre sur Kamto parce que je savais et j'étais convaincu qu'il avait été victime de l'une des plus grosses machinations politiques du régime de Yaoundé. Et je l'ai découvert. Et l'écriture de ce livre m'a renforcé dans mes convictions à le soutenir par tous les moyens. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas soutenir des sauvages, des barbares, des violents, des animaux parce que nous avons de la haine. La haine détruit la rationalité. La haine tue le savoir. La haine empêche de réfléchir. Il faut de la distance. Il faut avoir la capacité de dire la vérité, même à ceux qu'on aime. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous leur dites la vérité. Vous lui dites la vérité autant pour moi. Il faut dire la vérité à ceux qui nous gouvernent, que nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus et nous n'allons plus tolérer cela. J'ai beaucoup de mes amis, je l'ai dit aujourd'hui, mon ami médecin, le docteur Okoya en prison. Je vais vous parler du docteur Christian Folefa, qui est également en prison. Mamadou Mota, j'ai beaucoup de mes congénérations et mes amis sont en détention dans ce pays. Je ne peux pas accepter qu'ils soient traités de la sorte. Parce que s'ils sont traités de la sorte, comment vont-ils nous traiter? Nous, ils vont traiter tous les Camerounais. Et je le dis à qui ils veulent entendre. S'ils ont pu arrêter Maurice Kamto, le jeter en prison, le faire subir ce qu'il est en train de subir. Maurice Kamto, qui est un intellectuel de renommée internationale. Maurice Kamto, qui a écrit des textes importants pour l'Union africaine. Maurice Kamto, qui fait partie du comité des juristes dans le monde, qui table sur les textes qui réglementent le droit international. Maurice Kamto, qui a travaillé sur le dossier Bakassi et qui fait la fierté du Cameroun, parce que c'est lui d'ailleurs qui était à la signature du document. Maurice Kamto, qui a suivi le processus de retrocession de Bakassi. S'ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Croyez-moi mes amis, vous ne valez rien aux yeux de ces gens. Ne vous trompez pas, vous n'êtes que des objets à leurs yeux. Ne vous trompez pas, que vous soyez Boulou, Maka, Bamileke, Fulbe, Peul, vous ne valez rien aux yeux de ces gens. Vous êtes des objets qu'ils peuvent utiliser pour assouvir leurs pauvres desseins. C'est pour ça qu'ils créent le tribalisme aujourd'hui. Ils vous montent les uns contre les autres afin de déplacer le vrai débat qui est celui du mandat de Biya, des 37 ans de Biya à la tête de l'État du Cameroun, pour vous amener à vous concentrer essentiellement sur les questions ethniques qui sont en fait périphériques au combat d'aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question. Nous devons avoir la capacité de ne pas se laisser distraire par des gens qui veulent en fait nous amener à ne pas créer la synergie nécessaire ou les synergies nécessaires pour leur faire tomber. Mais aujourd'hui, nous devons encore être plus déterminés.
la résistance doit s'accroître. C'est la raison pour laquelle je suggère déjà aux éléments de la base qui peuvent m'écouter de préparer des manifestations pendant l'été, de tout le mois de septembre, devant toutes les représentations diplomatiques et plus particulièrement sur Paris. Le régime de Biya, nous devons leur faire clairement comprendre que nous ne jouons plus. Nous ne jouons plus. Nous allons résister avec les armes que nous avons. Et si nous estimons à un moment donné qu'il faut utiliser les mêmes techniques et les mêmes armes qu'ils utilisent, nous allons le faire. Nous allons aller jusque-là. Si vous pensez que nous ne pouvons pas aller, nous allons y aller. Parce qu'on ne va plus accepter que vous tuez des gens, que vous en sauvagez toute une société, que vous préparez une guerre civile au Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Ces gens sont méchants. Ces gens sont très méchants. Regardez l'image de Mamadou Mota. Mamadou Mota, c'est un fils du Grand Nord. Aujourd'hui, il tente de diaboliser, entre guillemets, les Bamileke. C'est une diabolisation. Heureusement que beaucoup de mes frères pour les bêtis comprennent ça très bien. Et le chef Bilo FA l'a très bien expliqué, qui sort de Kondengui. Heureusement. Mais ces mêmes gens, ce sont des gens qui, en 2014, ont créé des communiqués pour faire croire, en fait, à l'opinion publique camerounaise que M. Marafa Amiloya était derrière Boko Haram. Dans ce pays, il y a encore 3 ans avant les anglophones, 4 ans avant les anglophones, ils ont tenté une diabolisation des ressortissants de l'extrême nord. Ils l'ont fait, sous le prétexte que Boko Haram menaçait le pouvoir de Yaoundé. Alors que dès 2010, et si vous avez des amis dans les services de renseignement, dans la police et la gendarmerie, ils vont vous dire que dès 2009-2010, la plupart des services de renseignement au Cameroun avaient adressé des rapports très clairs sur le fait que la menace Boko Haram était déjà dans l'extrême nord et qu'il fallait prendre des mesures pour lutter contre cette menace. Je dis dès 2010, la protection des populations du Grand Nord n'était pas une priorité de ces voyous. Ce n'était pas leur priorité. Leur priorité entre 2010 et 2011, c'était de faire élire M. Biya. Donc, au nom justement de l'intérêt personnel de M. Biya, on a... Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Et donc, ils ont appliqué la même chose aujourd'hui sur Maurice Kamto. Ils ont fait réélire M. Biya en 2011 et c'est à partir de 2012 qu'ils commencent à travailler sur Boko Haram. C'est de cela qu'il est question. Chaque fois que ce pouvoir a toujours été en difficulté, ils ont principalement mobilisé la question identitaire pour détourner l'attention des masses, pour détourner l'attention des Camerounais qui souffrent aujourd'hui. C'est un pouvoir qui est en difficulté. C'est un pouvoir qui est acculé. C'est un pouvoir qui est au bout. Mais c'est un pouvoir qui ne réfléchit pas. C'est un pouvoir qui ne réfléchit pas parce qu'ils sont tellement dans la logique de la conservation du pouvoir qu'aujourd'hui leur préoccupation n'est pas de répondre aux problèmes du peuple camerounais. Leur préoccupation, c'est la conservation du pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils peuvent investir des milliards de francs CFA pour financer une guerre sauvage et inutile dans la zone anglophone. Ils peuvent investir des milliards de francs CFA pour alimenter le RDPC, pour corrompre les chefs traditionnels, pour corrompre les militants, pour corrompre les activistes. Ils peuvent donner des milliards de francs CFA aux services de sécurité pour mener des opérations. Leur préoccupation, ce n'est pas le peuple camerounais. Nous avons là aujourd'hui la crise des devises. Nous avons aujourd'hui